Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart for Change, sur les réseaux sociaux de Bismart for Change. Et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec Investir responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable, responsable ou à impact de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous ferons le point sur les performances de l'investissement à impact avec Maëlle Caravaca, fondatrice du cabinet en gestion de patrimoine La Crèmerie. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à la stratégie à mettre en place en matière de produits structurés d'ici à la fin de l'année. Nous aurons le plaisir de recevoir pour cela deux experts du sujet, Thaïs Castan, associé chez LEA Finance, mais aussi Maxime Gohin, directeur associé de Capital Management France. Et puis enfin, dans la troisième partie de l'émission, dans l'œil de l'expert, nous retrouverons Régis Jancovici, fondateur et dirigeant de Luxavie, pour évoquer la théorie des marchés efficients. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et c'est parti donc pour Investir responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable, responsable ou à impact de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous allons revenir sur les performances en matière d'ESG ou d'investissement à impact avec vous, Maëlle Caravaca. Bonjour Maëlle Caravaca. Bonjour Nicolas. Vous êtes fondatrice du cabinet en gestion de patrimoine La Crèmerie. Oui. J'imagine que le sujet performance doit revenir assez régulièrement quand même dans les discussions que vous avez avec vos clients, même s'ils ne viennent pas forcément au début pour le sujet performance. La discussion doit venir assez rapidement, non ? Oui. Et la performance, elle fait évidemment partie de la stratégie d'investissement, même quand on veut investir responsable et avec de l'impact. Donc oui, on s'y intéresse quand même, on regarde ça de près. Et les clients ne sont pas philanthropes, en tout cas ont envie effectivement d'être dans une démarche d'enrichissement aussi. Donc on est là aussi pour décrypter ces informations. Est-ce que lorsque l'on fait de l'investissement à impact ou est-ce que lorsque l'on met en place une stratégie d'investissement ESG ou ISR, alors effectivement plein de termes différents, mais qui dénotent quand même de la même dynamique au sein de la stratégie de gestion de son patrimoine, est-ce qu'on peut faire de la performance et de l'impact, Maëlle Caravaca ? Oui, et d'ailleurs là on le voit en fait sur l'année 2024, il y a quand même des belles performances. Alors l'année n'est pas terminée, mais il y a quand même de belles performances qui se profilent. Que ça soit sur différentes classes d'actifs, par exemple sur les marchés financiers, il y a eu beaucoup de volatilité en début d'année, mais les performances sont quand même vraiment au rendez-vous. D'accord. Donc c'est porté par des thématiques plutôt climat, transition, énergie renouvelable. D'ailleurs, je vous ai pris quelques exemples de fonds avec des performances qui sont plutôt satisfaisantes. Je regardais le fonds Mirova Global Sustainable Equity fait plus 20% depuis le début de l'année, donc c'est quand même assez satisfaisant. Oui, c'est assez évocateur, oui, bien sûr. Donc clairement, sur les actifs cotés, on est dans de très belles performances. Et même si on regarde sur des stratégies plus non cotées, comme l'immobilier, la SCPI, il faut voir quand même que 2023 et 2024 ont été des années avec des fortes décotes assez impressionnantes sur certains actifs. Alors et d'ailleurs, c'est pas lié que à la remontée des taux, mais voilà, quand on voit des SCPI comme Primo Pierre qui a fait moins de 39% de décote et un bon nombre de SCPI aussi qui ont vraiment embarqué sur cette tendance baissière, malgré tout il y a d'autres SCPI qui se sont bien démarquées parce qu'elles ont des stratégies de décarbonation. Je pense notamment à Iroko, qui, elle, pour le coup, a même revalorisé le prix de sa part, affiche de très belles performances, mais parce qu'en fait, ils intègrent dès le début, en fait, ces critères environnementaux. Et se donne pour mission d'ailleurs de décarboner en fait l'immobilier tertiaire. Je pense notamment aussi à Kianeos qui fait de la rénovation et donc finalement intégrer ce risque environnemental ou social, sensibiliser ces parties prenantes pour justement améliorer la performance in fine. Et clairement, on en a la démonstration. Parce que vous faites un lien de cause à effet entre stratégie à impact et performance, dans le sens où on n'est pas dans une stratégie où on fait de l'impact et en plus on a la possibilité d'avoir de la performance. Vous faites vraiment le lien entre les deux, l'impact amène la performance selon vous ? Oui, pour moi en fait, jusqu'à présent il y avait un diptyque qui était en réalité le risque
et le rendement. On évaluait le risque pour finalement avoir cette prime de risque et déterminer un rendement. Désormais, on est plutôt dans un triptyque avec le risque, le rendement et l'impact. Et pour moi, la performance des prochaines décennies, elle sera forcément corrélée à l'impact positif ou négatif de l'entreprise. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la directive CSRD va d'ailleurs le démontrer avec le reporting où il va falloir démontrer cette double matérialité, etc. Mais déjà, le marché intègre et distingue des entreprises en faisant des valorisations, vraiment des écarts de valorisation importants. Donc, l'impact joue déjà sur la valorisation de l'entreprise, c'est ce que vous dites? Exactement, parce qu'en fait, le fait qu'une entreprise prenne en compte ces critères, ça veut dire qu'elle est consciente des risques à la fois physiques, des risques sociaux, des risques sur ses infrastructures, sur sa chaîne d'approvisionnement. Et donc, le marché, les investisseurs, que ce soit les investisseurs institutionnels et même les privés, vont être plus soucieux que ces entreprises soient plus résilientes et puissent être mieux armées finalement face à ces risques dans les prochaines décennies. Donc il y a une idée, derrière ces stratégies d'impact effectivement qu'on voit au sein des entreprises, quand on est investisseur, il y a cette idée aussi de dire quelle entreprise sera la mieux armée demain, qui aura compris aujourd'hui les enjeux et la mieux armée pour continuer à survivre quelque part, c'est ça? Ah oui, moi on a une conviction très forte là-dessus, et à mon sens, il n'y a pas besoin d'être un ayatollah de l'écologie pour comprendre que le dérèglement climatique et les conséquences sur la biodiversité, sur nos ressources et des conséquences sociales vont peser fortement en fait sur notre économie. Et donc, quand on est un bon investisseur sans être un écolo, on ne peut pas être aveugle en fait sur ces risques-là, et donc sur la pérennité, en fait, sur la stabilité de l'activité d'une entreprise. Donc, et d'ailleurs, il y a une étude Schroders que j'ai lue dernièrement qui est hyper intéressante justement pour montrer ces écarts de valorisation. Les entreprises avec un fort impact sont valorisées 25 fois leurs bénéfices des 12 derniers mois contre 17 fois pour les entreprises avec un faible impact. Donc il y a une véritable prime qui est donnée en fait pour la durabilité versus une décote pour les entreprises qui auraient des moins bonnes pratiques. Donc c'est pas une complexité supplémentaire pour les entreprises, ça devient presque un avantage différenciant. Un effet de levier, clairement, à la fois parce que en fait il y a une urgence de toute manière qui nous concerne tous, mais bien sûr il y a aussi une opportunité en fait d'aller créer de la valeur sur des thématiques plus porteuses, ou en tout cas, même si c'est pas si c'est pas une activité dans l'ADN de la boîte, en tout cas prendre en compte ces risques, c'est certain. Quand on est au quotidien dans la stratégie de gestion de son propre patrimoine, est-ce qu'il faut intégrer cette idée, ce risque que potentiellement on investit dans des actifs dont la valeur va diminuer, va se réduire avec le temps face justement aux impacts du changement climatique? Oui, franchement, là où effectivement il y a des entreprises qui vont se valoriser, c'est certain mécaniquement que d'autres vont se déprécier. Et d'ailleurs c'est un concept qui est de plus en plus développé. On parle d'actifs échoués. En anglais, les stranded assets. Et donc, c'est que ces actifs vont progressivement se dévaloriser par le jeu des changements climatiques, mais aussi des évolutions réglementaires. Bien sûr. Il y a des entreprises qui vont se retrouver un peu en bout de course parce que la réglementation va de plus en plus peser. Il y a cet exercice de reporting qui est quand même un effort conséquent, et ça ne concerne pas que des entreprises cotées en bourse. Et puis il y a aussi des entreprises qui vont se faire rattraper par l'innovation technologique au service de la transition. Et donc tout ça, mécaniquement, feront que certaines boîtes vont se retrouver sur le carreau, grosso modo. Et donc, dans les portefeuilles des clients, on va se retrouver avec des portefeuilles qui contiendront des actifs échoués. Mais ça concerne nos clients, mais ça va concerner aussi les banques, les assureurs qui ont de gros actifs, notamment liés aux activités d'énergie fossile. Et c'est cantonné aux entreprises, ou ça va aussi sur, par exemple, des investissements immobiliers ou bien sûr. Infrastructure, en fait, il va y avoir aussi, je pense, un effet un peu domino et indirect qui va impacter l'immobilier, qui va impacter le transport. Qui va impacter peut-être aussi le tourisme, en fait, toutes les autres activités, parce qu'en réalité, notre économie repose quand même encore beaucoup sur les énergies fossiles.
Donc il faut prendre en compte dans sa stratégie de gestion de patrimoine ce concept d'actif échoué, si je comprends bien. Parce que actif échoué, il y a une limite dans le temps. C'est quoi? C'est dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? Là, les projections, j'ai pas de boule de cristal et pour le coup, je voudrais pas faire de projections qui seraient aussi fiables qu'une météo bretonne. Donc d'accord. Voilà. Mais en tout cas, on sait que ça risque d'arriver parce que de toute manière, il faudra prendre un tournant sur l'économie et construire une économie plus durable et plus résiliente. Et donc dire au revoir à certaines activités. Merci beaucoup Maëlle Caravaca de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes la fondatrice du cabinet en gestion de patrimoine La Crèmerie. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Quelle stratégie mettre en place en matière de produits structurés d'ici la fin de l'année? Voilà la question qui va nous animer dans Enjeu Patrimoine. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir deux experts du sujet sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord Maxime Gohin. Bonjour Maxime Gohin. Oui, voilà. Vous êtes directeur associé au sein de Capital Management France. Et à vos côtés, nous avons le plaisir d'accueillir également Thaïs Castan. Bonjour Thaïs Castan. Bonjour Nicolas. Vous êtes associé au sein de L&A Finance. Alors, dans un instant, on va essayer de comprendre ensemble effectivement quelle est la stratégie à mettre en place en matière de produits structurés d'ici la fin de l'année. J'imagine qu'il y a différents profils, évidemment, et on rentrera dans le détail. Juste avant, une question, Maxime Gohin, une question un peu naïve. Quand on parle de SCPI, quand on parle d'obligations, quand on parle d'actions, quand on parle de ces classes d'actifs, on arrive quand même à donner une tendance un peu générale de court terme ou de long terme sur une performance ou sur une demande ou sur une offre. Est-ce qu'on peut réfléchir comme ça aussi en matière de produits structurés, sachant que on parle de produits un peu plus complexe? Alors certes, il y a la partie obligataire, mais est-ce qu'on peut donner une tendance, par exemple, en matière de performance sur les produits structurés, ou c'est pas possible? Alors c'est un peu plus compliqué effectivement que sur d'autres classes d'actifs, car dans les produits structurés, il y a énormément de différences entre les produits. On peut avoir des produits qui sont à capital garanti, des produits qui sont plus dynamiques, qui sont plus à risque pour les investisseurs, avec des rendements qui peuvent varier de 3% à 15 ou 20%. Bien sûr. Difficile du coup de donner une performance moyenne de ces produits, surtout qu'on va avoir souvent des horizons d'investissement qui peuvent être également très différents. On peut avoir des placements en 1 an, des produits qui peuvent durer jusqu'à 10 ou 12 ans. Donc sur une année, c'est compliqué. Par contre, sur le long terme, on est capable d'avoir un peu de recul sur la moyenne des produits, surtout les produits qui sont associés, on va dire, à une clientèle retail comme on peut avoir ensemble, une clientèle d'investisseurs particuliers qui vont investir sur une typologie de produits assez homogène, on va dire, produits qui sont assez équilibrés en termes de couple rendement-risque. Et si on regarde sur les 10 ou 15 dernières années, on se rend compte que les produits structurés peuvent avoir en général une moyenne de rendement aux alentours de 6% par an. D'accord. Donc c'est une classe d'actifs qui a été vraiment en vogue et en réussite sur les dernières années. Très peu de cas de casse finalement. Depuis finalement 2008 où on a eu énormément de produits qui sont retrouvés en difficulté. C'est vrai que depuis l'industrie a également fait sa révolution. On a beaucoup de produits qui sont très simples, qui sont très protecteurs pour les investisseurs et qui fonctionnent bien. Voilà, on va dire que dans 99,5% des cas, les clients sont sortis avec un rendement très attractif d'au moins 6%. Au moins 6% par an, très peu de cas de perte pour les investisseurs. Sur les dernières années, est-ce qu'on a vu une évolution en matière d'offres ou de demandes, par exemple? Je sais qu'on en parle de plus en plus, par exemple, dans les médias dédiés à la gestion de patrimoine. Est-ce que ça témoigne d'une demande plus conséquente en 2024 ou 2023 que les années précédentes? La demande a énormément progressé sur les produits structurés sur les dernières années parce qu'effectivement cette classe d'actifs a bien fonctionné. Donc c'est vrai qu'on s'est retrouvé sur les 3-4 dernières années avec des collectes qui étaient en forte progression. Et ce qui a également tiré la collecte sur les 2 dernières années, c'est également la hausse des taux qui a permis de pouvoir construire des produits à capital garanti et de s'adresser à une clientèle différente, clientèle par exemple de trésorerie d'entreprise, clientèle institutionnelle, clientèle d'associations, de fondations qui n'avaient pas accès à ces produits-là auparavant car les taux n'étaient pas assez intéressants, et une clientèle qui ne connaissait pas non plus les produits structurés, qui a pu y aller en fait avec des produits très protecteurs et du coup beaucoup plus facile de leur proposer ce type de solution pour mettre le pied à l'étrier, on va dire. Eh ben, ça me permet de rebondir tout de suite là-dessus avec vous, Thaïs Castan, dans un contexte de baisse de taux des banques centrales. Est-ce que du coup on met les produits structurés de côté ou est-ce qu'on revoit toute sa stratégie en matière de produits structurés? Non, mais je vais dans le sens de Maxime parce qu'effectivement les produits structurés, comme vous l'avez dit Nicolas au début, c'était une classe d'actifs qui pouvait faire peur ne serait-ce que par son intitulé. Bien sûr. Donc, grâce aux produits de taux, grâce aux produits à capital garanti, ça a permis de proposer aux clients ce placement qui est finalement
on peut l'expliquer de manière assez complexe, mais finalement les règles du jeu sont définies à l'avance. Donc ça permet aussi d'avoir une meilleure visibilité sur son investissement. Et quand on est sur une classe d'actifs qui est relativement stable, je dirais, notamment avec le contexte économique, ça permet aux clients d'investir sur un placement qui propose une rentabilité attractive. Parce que vous voyez, aujourd'hui, les produits structurés à capital garanti, on peut avoir du 6%. Ça existe encore aujourd'hui, là, avec les différentes baisses de taux pratiquées par la Fed ou la BCE, des produits structurés à capital garanti, à échéance, hein, bien sûr. Mais... Oui, on en a toujours aujourd'hui. En revanche, ça ne va pas durer éternellement. D'accord. Surtout au vu du contexte, on voit bien que les taux d'intérêt ont tendance à baisser. Donc, les produits structurés à capital garanti vont potentiellement baisser également. N'hésite pas, Maxime, si tu veux reprendre. Mais voilà, donc les produits structurés à capital garanti vont avoir tendance à baisser en termes de rentabilité. Donc, s'il y a une opportunité à saisir, là, avant la fin de l'année, c'est clairement d'allouer une partie de son capital, parce que c'est toujours une stratégie de diversification. On ne place pas bien sûr, tout sur son capital, sur ce type de solution opportune, mais ça peut être une bonne stratégie, d'ici la fin de l'année, d'orienter une partie de son capital vers des produits structurés à capital garanti, parce que ça ne va pas durer éternellement comme ça, quoi. Si on reste sur ces produits structurés à capital garanti, c'est pas tous les produits structurés, mais c'est une partie des produits structurés. Ce que j'entends de ce que vous dites, Thaïs Castan, correspond à ce qu'on peut entendre aussi sur des fonds obligataires, par exemple. Est-ce que, Maxime Gohin, il faut réagir de la même manière sur un produit structuré à capital garanti que sur une stratégie de fonds obligataires, sachant que je rappelle qu'un produit structuré, c'est une partie obligataire et ensuite une partie optionnelle. C'est vrai qu'un deuxième événement avec la hausse des taux, ça a été effectivement la progression de tous les fonds, notamment les fonds datés. Les fonds de crédit, on était sur un portefeuille de valeurs obligataires. On a vu que les rendements étaient beaucoup plus attractifs et c'est vrai qu'il y a une grosse collecte sur ces fonds-là. Grâce à la hausse des taux. C'est la même chose pour les produits structurés. Les produits structurés à capital garanti permettaient d'avoir des rendements beaucoup plus attractifs avec la hausse des taux. Donc on a eu beaucoup de collectes sur cette typologie de produits. Ces rendements vont diminuer et ont déjà commencé à diminuer. On le voit déjà depuis 3-4 mois. Depuis l'été notamment, il y a une accélération de la baisse des taux et notamment des baisses des taux des banques centrales. Ça a conduit à une dégradation déjà des rendements sur les produits. On avait fait par exemple... Alors je vous coupe pour être sûr de bien comprendre. Ça veut dire que si je choisis un produit structuré aujourd'hui, vous dites que les rendements vont diminuer, mais celui auquel j'aurais souscrit, son rendement va diminuer ou son rendement est acté par le fait que j'ai souscrit ce produit-là à un instant T? C'est une très bonne question. L'avantage, c'est quand on souscrit un produit structuré, on s'engage sur un contrat. La banque va déterminer différentes conditions sur le produit qui vont être inscrites dans les conditions, dans la brochure, dans la documentation commerciale et juridique. Donc le rendement qui est fixé, la durée d'investissement, les conditions, les scénarios, tout va être fixé à l'avance. D'accord. Donc on prend date quelque part. Exactement. C'est pour ça que c'est vrai que c'est bien de bloquer désormais, dès aujourd'hui, des conditions qu'on considère comme étant attractives sur un produit. Comme ça, on est potentiellement tranquille pour 1 an, 2 ans, 3 ans en fonction du produit, voire plus. Donc c'est vrai que c'est encore l'opportunité d'aller sur ce type de produit. Les rendements ont déjà un petit peu commencé à se dégrader. Ça va sûrement continuer à se dégrader d'ici la fin de l'année et encore plus en 2025. Donc effectivement, s'il y a des produits auxquels il faut souscrire en ce moment, c'est effectivement ces produits-là à capital garanti. Il faut encore un petit peu en profiter. Il y a un timing de marché, si je comprends bien, Thaïs Castan, c'est ce que vous nous disiez. Là, il faut prendre date. En tout cas, c'est ce que vous conseillez à vos clients. On est d'accord. Non, c'est ça, exactement. C'est de se dire que là, d'ici quelques mois, franchement, oui, d'ici la fin de l'année, il y a des produits structurés à capital garanti qui sont intéressants. Parce que si on compare avec des produits similaires proposés en banque, par exemple, parce que c'est ce que nos clients connaissent le plus, ou en tout cas, ils sont le plus en tout cas sollicités pour ce type de solution, des comptes à terme par exemple qui peuvent être assimilés relativement à cette classe d'actifs de produits structurés à capital garanti, proposent une rentabilité aux alentours de 3% par an. Donc vous voyez, si on compare entre certes un produit structuré qui a un scénario connu à l'avance du fait de l'indice qui a été construit pour ce produit, du fait de la durée d'investissement et du fait de la rentabilité que l'on va obtenir, versus un compte à terme où il y a une partie aussi qui n'est pas forcément disponible immédiatement et une rentabilité inférieure,
clairement, il y a un intérêt à plutôt se diriger vers les produits structurés, surtout que ça ne va pas durer comme ça éternellement. Dans une stratégie patrimoniale, donc en novembre, décembre 2024, en préparant 2025, on regarde essentiellement les produits structurés à capital garanti, ou on parle de cela en priorité parce qu'il y a un timing de marché, mais il y a une diversification possible au sein des produits structurés? Oui, alors on ne regarde pas exclusivement les produits structurés à capital garanti, parce que c'est vrai que le but d'une stratégie patrimoniale, c'est de diversifier ses placements, que ce soit aussi bien sur des placements financiers que des placements immobiliers, à crédit, en cash, et puis surtout, ça dépend des objectifs du client, c'est-à-dire de son horizon d'investissement, de son profil d'investisseur, de son aversion au risque. Enfin, voilà, donc il y a différents critères. En tout cas, en termes je dirais de timing, allouer une partie de son patrimoine financier en fonction de son aversion au risque et de ses besoins vers un produit structuré à capital garanti, ça a clairement du sens aujourd'hui. Maxime Gouin, dans le contexte actuel, le choix du sous-jacent, c'est fonction de la stratégie de chacun, fonction des appétences de chacun, ou il y a quand même là aussi des tendances qui se dégagent? Alors, il y a des tendances claires, effectivement, qui se dégagent, déjà en fonction de l'innovation des banques d'investissement qui vont construire les produits structurés, et également des conditions de marché. Sur les 6 premiers mois de l'année, on voyait beaucoup de produits sur les taux CMS. D'accord. Les taux interbancaires, taux à 10 ans, on prenait un produit qui était à capital garanti, on pouvait obtenir un coupon, par exemple, de 6-7% en fonction de l'évolution de ces taux. En général, plutôt sur la baisse. D'accord. Ouais. Donc ça fonctionnait bien, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les taux qui ont énormément baissé, déjà, on se retrouve avec des barrières qui sont de plus en plus compliquées à atteindre. Donc depuis quelques semaines, on voit désormais beaucoup de produits sur l'OAT français. D'accord. Voilà, sur l'obligation assimilable au trésor, donc le taux souverain à 10 ans. On voit beaucoup de produits sur ce sous-jacent. Le spread de l'État français a énormément progressé depuis quelques mois, notamment à cause des tensions politiques, depuis notamment la dissolution. Et c'est vrai qu'on se retrouve aujourd'hui avec un niveau plus élevé que l'Espagne ou le Portugal. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être quelque chose à faire aussi en ce moment sur ce sous-jacent. Puis après, on va dire sur des produits qui sont plus dynamiques. On a vu beaucoup de produits sur l'automobile, avec des baisses notamment d'actions comme Stellantis, ou des produits sur les bancaires également qui ont pas mal souffert. Pas mal de produits également sur le luxe, avec les tensions notamment sur la Chine et la reprise qui a un petit peu de mal. En Chine, on se rend compte que voilà, le luxe, des valeurs comme LVMH, pas mal souffert depuis le début de l'année. Donc il faut de la volatilité quand même. Il faut de la volatilité. C'est vrai que la volatilité va permettre de pouvoir avoir des conditions de produits qui sont plus attractives, par exemple plus de coupons ou de meilleure protection. Parce que la volatilité va être une des matières premières en fait, finalement, qui va permettre de construire le produit structuré. Et ça va souvent permettre également d'avoir des points d'entrée qui sont plus attractifs. D'accord. Si on va dire que sur un produit structuré, le point d'entrée est moins déterminant que sur un investissement en action classique, parce que le coupon va être déterminé à l'avance, quelle que soit la performance du sous-jacent, c'est que le point d'entrée va être également quand même important pour savoir si on risque de gagner rapidement ou pas. Thaïs Castan, oui. Oui, je rebondis par rapport à ce que dit Maxime. Donc effectivement, il y a une orientation tactique sectorielle, mais aussi géographique, par exemple. Nous, c'est vrai que depuis plusieurs mois, le secteur géographique transatlantique est à le vent en poupe, parce que en termes de risque versus rentabilité, c'est vrai que c'est plutôt attractif. Et puis aussi, en termes de communication face aux clients, ça rassure. D'accord. En fonction de la performance des marchés américains, finalement, ça rassure d'aller sur des produits structurés. C'est Europe et... D'accord. Ah oui, c'est des deux côtés, pardon. Effectivement, c'est pas juste de l'autre côté de l'Atlantique, c'est aussi côté européen. Et alors, je rebondis quand même sur ce que nous disait Maxime Gouin, Thaïs Castan, pardon. L'OAT 10 ans, effectivement, on peut effectivement s'y exposer via un produit structuré. Ça, c'est quelque chose qui rassure l'investisseur, qui fonctionne. Oui, de manière générale, les fonds obligataires rassurent le client, parce que quand on a des pays avec, souverains, on va dire, ça a toujours une certaine garantie de se dire qu'on investit sur des obligations d'État. La seule chose, c'est que aujourd'hui, en termes d'attractivité, de rentabilité, en fonction du timing, ça peut pêcher. Et ben on se finira là-dessus. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Thaïs Castan, associée chez LEA Finance. Merci Maxime Gouin, directeur associé de Capital Management France. Donc merci à tous les deux. Merci. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert.
Et nous finissons donc cette émission avec l'œil de l'expert où nous allons revenir sur la théorie des marchés efficients. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Régis Yankovici. Bonjour Régis Yankovici. Bonjour Nicolas. Vous êtes fondateur et dirigeant de Luxavie. Je suis ravi de vous retrouver en plateau. Alors on va parler de la théorie des marchés efficients. Expliquez-nous qu'est-ce que c'est que cette théorie. C'est ça. Alors il ne faut pas que ça fasse peur. Restez tous connectés parce qu'en fait ça concerne à peu près tous les investisseurs. D'accord. Moi, ce qui m'a donné envie de parler de ça aujourd'hui, c'est qu'on voit de plus en plus sur Internet des conseillers, bon, qui ont le statut ou pas de conseiller, on ne sait pas trop, mais qui disent finalement l'investissement c'est simple, il suffit d'acheter un ETF MSCI World. Alors après ils discutent, est-ce qu'il faut l'acheter chez iShares, chez Amundi, avec des frais, etc. Mais le sujet est plié. Et met de côté tous les milliers de personnes qui cherchent à faire mieux que l'indice en disant de toute façon ce n'est pas possible. Et ces gens-là... Donc ça pour vous, experts en ETF, ça vous plaît pas trop ce discours? Eh ben non. Peut-être à votre grande surprise, non, parce que c'est bien vite plié. Et en fait, il s'appuie sur la théorie des marchés efficients qui nous apprend depuis une cinquantaine d'années, conféré Eugène Fama, et il a fait un article il n'y a pas longtemps dans le Financial Times, et c'est ça aussi qui m'a donné envie d'en parler, D'accord. qui nous dit il est inutile d'aller chercher à battre les indices, parce que de toute façon, le marché, c'est la somme de toutes les intelligences, et une intelligence ne peut pas être supérieure à la somme de toutes les intelligences. D'accord. Qu'en plus, les véhicules d'investissement qui font de la gestion active portent des frais. Donc tout ça, c'est imbattable. Donc il suffit d'acheter un MSCI World. Là, théoriquement, ça se tient. Mais j'imagine que si vous voulez en parler, c'est que globalement, vous n'êtes pas forcément d'accord avec ça. Exactement. D'abord, cette théorie n'est qu'une théorie. D'accord. Et on voit des disciples, alors c'est les disciples de l'école de Chicago qui a monté une société de gestion il y a bien longtemps. La société de gestion s'appelle AQR, dont les actifs, je regarde mon petit papier, sont passés de 226 milliards à 98 milliards. Donc c'est bien que les gens qui mettent en œuvre cette façon d'investir n'ont pas eu la réussite attendue. Bien sûr, oui. La deuxième chose, et c'est ce que dit Eugène Fama dans cet article, il dit la théorie des marchés efficients, c'est juste un modèle. Il peut être faux. C'est le père de la théorie qui le dit. Qui dit ça peut être faux. Et il ajoute la théorie des marchés efficients est une hypothèse. Ce n'est pas la réalité. Et comme le disait d'ailleurs un statisticien anglais, tous les modèles sont faux, mais certains sont plus utiles que d'autres. D'accord. Donc, c'est un peu ce qui m'inquiète. Lorsqu'on commence à utiliser des recettes de cuisine un peu toutes faites, en plus, ces personnes-là, donc ces fameux conseillers, qui mettent en avant, regardez, il y a eu un prix Nobel là-dessus. Alors, la discussion, elle est close. Oui, bien sûr. Alors, moi, je me méfie des prix Nobel depuis la faillite, je ne sais pas si vous vous souvenez, de LTCM en 1997, qui était dirigée, vous connaissez la formule Black and Scholl, c'était Monsieur Scholl. C'est le deuxième qui dirigeait LTCM. Donc, depuis, on se calme un peu avec les prix Nobel. Et puis, depuis, plus récemment, en 2017, il y a eu un monsieur Richard Thaler qui a eu également un prix Nobel pour, non pas les marchés efficients, mais la finance comportementale. Oui, bien sûr. Qui est quasiment à l'opposé de la théorie des marchés efficients, puisque quelque part, le comportement des investisseurs n'est pas toujours efficient. Si je comprends bien, ça veut dire qu'on peut faire mieux que le MSCI World, c'est ce que vous nous dites, et baser sa stratégie d'investissement uniquement sur cette théorie des marchés efficients est une erreur. Oui, le danger est en fait que les chiffres récents, historiques mais relativement récents, ne se reproduisent pas à l'avenir. D'accord. C'est vrai que, pour l'instant, l'ensemble des gérants ne font pas mieux que les indices. C'est une réalité. Mais bon, si je fais de l'ETF, c'est effectivement parce que la gestion active, pluguée dans le PCVM, coûte très cher. Bon, mettons ce sujet-là de côté. Mais surtout parce que j'ai calculé avant de venir, 17% annualisé sur les 5 dernières années du MSCI World n'est pas quelque chose de structurel. Donc le côté satisfaisant de dire j'achète un ETF MSCI World, il est conjoncturel, il n'est pas structurel. Il faut en avoir conscience. Je ne dis pas que c'est une bêtise d'acheter un ETF MSCI World, je dis juste qu'il faut avoir conscience des raisons qui le poussent à le faire.
Et donc effectivement se renseigner un petit peu plus sur cette théorie des marchés efficients avant potentiellement de la mettre en pratique. Comprendre exactement pourquoi on agit et pourquoi on investit de cette manière-là. Pourquoi pas avoir ses propres méthodes? Pourquoi ne pas reconstituer un ETF MSCI World en disant je prends une brique US que je vais un peu réduire parce que actuellement ça a beaucoup surperformé, je vais mettre un peu plus d'Asie, mais je refais ma diversification. De la gestion active avec des ETF. Exactement. Et bon, on finira là-dessus. Merci beaucoup, Régis Yancovici. Je rappelle que vous êtes fondateur et dirigeant de Luxavie. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement sur Bismart.